Bien, bonjour à tous, messieurs les modérateurs. Merci au comité d'organisation de la SRLF pour son invitation. J'ai donc une vingtaine de minutes pour vous parler des indications urgentes des échanges plasmatiques en réanimation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer et j'adopterai ce plan pour ma présentation. Tout d'abord, quelques principes généraux et rappels. La plasmaphérèse ou échange plasmatique est une modalité d'aphérèse thérapeutique qui consiste en circulation extracorporelle à séparer le plasma du malade de son culot cellulaire, à soustraire ce plasma, à le remplacer par un fluide de substitution qui peut être au choix un cristalloïde, un colloïde ou du plasma avant de réinjecter le mélange au malade. Les mécanismes d'action des échanges plasmatiques, en fait, ils sont nombreux et peu spécifiques. Ils dépassent largement la simple élimination d'auto-anticorps pathologiques, qui est le but habituellement recherché. Les échanges plasmatiques peuvent permettre d'apporter des grandes quantités d'un facteur déficitaire dans le plasma du patient sans risque de surcharge vasculaire. Et puis, les échanges plasmatiques ont beaucoup d'effets immunomodulateurs qui ne sont pas toujours bien connus. On dit que les échanges plasmatiques sont capables d'activer, de mettre en cycle les lymphocytes B, les rendant théoriquement plus sensibles à la chimiothérapie. Il modifie les rapports des populations B et T et même les sous-populations lymphocytaires avec une augmentation notamment des T régulateurs et des T suppresseurs. Deux modalités de plasmaphérèse sont disponibles actuellement. Elles diffèrent par le mode de séparation du plasma du patient. Les techniques en centrifugation permettent la séparation du plasma par sédimentation en faisant tourner le plasma du malade à grande vitesse dans un anneau. Le coefficient d'extraction de cette technique est très élevé. On arrive à extraire 80% du plasma du malade à chaque passage de sang. Les débits sanguins sont faibles, ce qui permet théoriquement la réalisation des échanges avec deux voies veineuses périphériques de bon calibre. Et puis, donc, vous allez avoir à traiter un volume sanguin assez faible, de l'ordre d'1,5 volume sanguin, pour extraire un volume plasmatique. Les générateurs d'aphérèse en centrifugation permettent de faire de la plasmaphérèse et généralement de la cytaphérèse. La deuxième technique qui est plus en vogue en réanimation, c'est la filtration, où on sépare le plasma du malade par convection. Le principe, c'est exactement le même que l'hémofiltration continue. La différence tient au filtre qu'on utilise. Les plasmafiltres ont des pores d'un diamètre suffisamment large pour laisser passer les plus grosses protéines du sang et suffisamment petits pour retenir les plus petits éléments figurés, qui sont les plaquettes. Malheureusement, en raison de contraintes rhéologiques et d'un risque de coagulation important, le coefficient d'extraction de la technique elle est faible, parce que plus on monte l'hématocrite post-filtre, plus on a de chances de coaguler son filtre. Donc on peut difficilement dépasser 30% d'extraction du plasma du patient à chaque passage de sang. On a besoin d'avoir des débits sanguins très élevés également pour éviter la coagulation du filtre. Il faut tourner à plus de 200 ml/minute habituellement. Et ce qui nécessite un abord central, donc soit un cathéter de dialyse, soit une fistule artério-veineuse ou une autre CEC. Donc il va falloir traiter 3 volumes sanguins pour extraire un volume plasmatique. Toutefois, comme les débits sanguins sont beaucoup plus élevés, la durée de l'échange plasmatique en centrifugation est relativement identique à la durée de l'échange plasmatique en filtration. Gros avantage pour les réanimations, c'est que quand la machine ne sert pas pour les échanges plasmatiques, elle est tout à fait utilisable pour les autres modalités d'épuration extra-rénale. L'efficacité des deux techniques, elle est considérée comme similaire en termes de clairance protéine plasmatique et similaire en termes de pronostic pour les patients. Alors, toutes les techniques de plasmaphérèse ont des effets indésirables et des complications. Si vous avez besoin d'un abord veineux central, vous allez avoir les complications des cathéters. Les complications sont liées au choix du fluide de substitution. Si vous passez du plasma, c'est très allergisant. Il y a un risque d'hypocalcémie symptomatique du fait du citrate contenu dans les PSL. Et puis, il y a un risque d'infection virale avec une alerte actuellement sur le virus de l'hépatite E. Si vous utilisez des colloïdes, vous êtes moins allergisant, mais comme vous déplétez le malade en facteurs de la coagulation et en immunoglobuline, ce qui est un peu le but, vous exposez votre malade à une coagulopathie de dilution et à un déficit de l'immunité humorale après quelques échanges plasmatiques. Les techniques de plasmaphérèse sont pratiquement impossibles à réaliser sans anticoagulation et vous allez avoir les complications d'une anticoagulation systémique ou locorégionale. Et enfin, comme toute circulation extracorporelle, vous pouvez avoir une instabilité hémodynamique au branchement du malade, un malaise vagal, de l'hypothermie, surtout si vous ne réchauffez pas vos fluides de substitution, et puis une spoliation sanguine quand vous coagulez quelques filtres, ce qui arrive assez régulièrement. On va ensuite passer aux indications en réanimation. Finalement, pourquoi faire des échanges plasmatiques en réanimation ? Principalement parce qu'on n'a pas le choix, du fait de la sévérité de pathologies sous-jacentes qui vont être responsables de défaillance d'organes et qui vont faire que votre malade ne peut pas être ailleurs qu'en réanimation pour avoir ces échanges plasmatiques. Et parfois, ça tient au potentiel évolutif de ces pathologies qui
qui font que même si votre malade n'est pas très grave au moment où vous l'admettez, eh bien, quand c'est la nuit ou le week-end, vous êtes de facto le plasmaphéréseur, puisque les centres d'hémaphérèse thérapeutique sont fermés à ce moment-là. En reprenant la littérature, vous remarquerez que les échanges plasmatiques sont utilisés dans de très nombreuses indications comme thérapeutiques de seconde ligne et de sauvetage. Par contre, si on s'intéresse aux indications en première ligne de traitement, ce nombre est déjà beaucoup plus limité. Et si vous vous intéressez aux maladies qui potentiellement intéressent le réanimateur, vous avez un nombre très limité d'indications de première ligne en urgence en réanimation, encore moins s'il n'y a pas d'alternative thérapeutique, on est vraiment à la pointe du triangle. En l'absence de recommandations propres aux malades de réanimation, il faut adapter les recommandations des sociétés savantes d'autres disciplines. J'ai choisi celle de la Société américaine d'aphérèse, qui ont l'avantage d'avoir été mises à jour assez récemment, d'être assez exhaustives, et de lister les indications par pathologie d'un grade 1 où les échanges plasmatiques constituent une première ligne de traitement, à un grade 4 où ils ont prouvé leur inefficacité ou leur dangerosité. L'ASFA retient 17 indications de première ligne pour les échanges plasmatiques qui sont résumées sur cette diapositive. Donc des indications hématologiques, neurologiques, néphrologiques et en transplantation. Si maintenant on essaye de raisonner de manière pragmatique, quelle est l'urgence absolue, quelle est l'urgence relative, on voit que par exemple, pour les vascularites en cas avec atteinte rénale sévère, certes les échanges plasmatiques améliorent le pronostic rénal quand ils sont débutés, mais quand ils sont débutés dans les 2 semaines qui suivent le diagnostic. On a donc le temps d'étayer le diagnostic avec la biopsie rénale ou les résultats des ENCA, et on a le temps de s'organiser pour le planning des échanges plasmatiques. Ce n'est pas une urgence absolue. Pour les indications neurologiques, c'est un peu pareil. Bon, pour le Guillain-Barré, bien sûr, plus tôt on commence les échanges plasmatiques, mieux c'est, mais on a une semaine à partir du début des symptômes. Et puis pour toutes les indications neurologiques, que ce soit le Guillain-Barré, la crise aiguë myasthénique, les polyradiculonévrites chroniques, les polyneuropathies liées aux paraprotéines, les troubles neurologiques et psychiatriques associés aux infections à streptocoque et la chorécidéname, on a une alternative thérapeutique de mise en œuvre probablement un peu plus simple que les échanges plasmatiques, qui sont les immunoglobulines intraveineuses, qui ont une efficacité au moins similaire. Enfin, en transplantation, on peut considérer que c'est une problématique assez peu réanimatoire, puisque c'est indiqué en première ligne de traitement dans le traitement du rejet humoral de la greffe de rein, et c'est généralement des patients ambulatoires qui ont eu une biopsie rénale parce que leur créatinine se dégrade et qui sont rentrés chez eux et qu'on va reconvoquer pour un protocole Marrakech pour traiter leur rejet humoral, donc pas trop d'urgence. Pareil pour la désensibilisation ABO et HLA avant transplantation de rein et de foie à partir d'un donneur vivant, ce n'est pas vraiment une problématique de tous les jours pour le réanimateur médical. Donc au final, il nous reste, je pense, 3 indications de première ligne en urgence pour les échanges plasmatiques sans alternative thérapeutique. Ce sont 3 syndromes rares que sont le syndrome de microangiopathie thrombotique, le syndrome d'hyperviscosité des gammapathies monoclonales et le syndrome pneumorénal. Concernant le syndrome de microangiopathie thrombotique, on parle ici d'une définition histologique avec la présence de thrombose microvasculaire sur une biopsie d'organes. Le diagnostic il est habituellement fait devant l'association d'une anémie hémolytique mécanique avec un Coombs négatif des schizocytes sur le frottis sanguin, une thrombopénie périphérique et des signes variables d'ischémie multiviscérale. Si on connaît très bien le PTT et le syndrome hémolytique et urémique, il faut se souvenir que dans un grand nombre de conditions, on peut avoir comme complication la survenue d'un syndrome de Matt et ça n'imposera pas le même traitement. En effet, si on se base sur le plan de la physiopathologie, les échanges plasmatiques sont indiqués en première ligne de traitement seulement dans 2 éléments du syndrome de Matt, que sont le purpura thrombotique thrombocytopénique avec déficit sévère d'activité d'ADAMTS13 et le syndrome hémolytique et urémique atypique de l'enfant et de l'adulte avec des anomalies de la voie alterne du complément. Et vous le voyez, tout le problème, c'est qu'on ne dispose pas en routine du dosage de l'activité d'ADAMTS13 ni de l'étude de la voie alterne du complément. Alors pour le PTT, on a des moyens de s'orienter. Et vous voyez que quand vous avez un syndrome de microangiopathie thrombotique au diagnostic, le fait d'avoir une atteinte rénale modérée, des plaquettes très basses, des antinucléaires positives, vous expose à avoir un risque considérable d'avoir une activité ADAMTS13 indétectable et suffit pour débuter des échanges plasmatiques en urgence. L'objectif de la plasmaphérèse dans cette indication, c'est surtout d'apporter des quantités massives d'ADAMTS13 fonctionnelles et puis d'éliminer les auto-anticorps anti-ADAMTS13 quand ils sont présents et les grands multimères de facteur Willebrand responsables des signes de la maladie. Le protocole est le suivant, une massémie contre plasma tous les jours jusqu'à normalisation du taux de plaquettes pendant plus de 48 heures,
en association avec un traitement immunosuppresseur qui sera au moins une corticothérapie systémique, plus ou moins d'autres immunosuppresseurs selon qu'on est devant une poussée inaugurale, une rechute, et suivant l'évolution sous traitement de première ligne. Les échanges plasmatiques ont montré une supériorité en termes de mortalité par rapport aux perfusions simples de plasma chez les malades hospitalisés en réanimation, principalement parce qu'ils permettent l'apport de plus grandes quantités de plasma sans risque de surcharge vasculaire. Pour le CHU atypique, c'est aussi très compliqué, si le CHU est une matte à expression rénale prédominante, c'est prédominant, mais vous voyez que dans les registres, 20% des malades avec un CHU atypique vont avoir des signes extra-rénaux diagnostiques, que ce soit neurologiques centraux, cardiovasculaires ou multi-organes. Et c'est donc dans ce contexte, même si seul le CHU atypique avec anomalie de la voie alterne du complément bénéficie des échanges plasmatiques, qu'on sera amené à commencer de manière assez large des échanges plasmatiques chez des malades qui ont un CHU et chez qui on n'a pas pu mettre en évidence de manière formelle un CHU typique ou un CHU secondaire, où le traitement symptomatique et le traitement de la cause vont suffire à contrôler la maladie. Le but de la plasmaphérèse au cours du CHU atypique, c'est d'apporter les facteurs de la voie alterne du complément circulant déficitaires chez les malades et éventuellement l'élimination des auto-anticorps antifacteur H qui seraient présents. Le protocole est strictement identique à celui du PTT et pour juger de l'efficacité des échanges, on se base plus sur l'atteinte hématologique de la matte puisque l'atteinte rénale peut mettre plusieurs jours à plusieurs semaines à se corriger. Donc si on essaye de synthétiser la prise en charge du syndrome de Matt, on porte le diagnostic sur les critères clinico-biologiques simples qu'on a vus. Dans un premier temps, on va essayer d'identifier les maths relevant d'un traitement spécifique, le traitement antihypertenseur d'une HTA maligne, le traitement d'une infection par exemple pour une CIVD, une chimiothérapie anticancéreuse. Deuxième étape, on essaye d'identifier la math relevant d'un traitement symptomatique seul, et là il n'y a plus que le CHU typique diarrhée plus de l'enfant et probablement de l'adulte. Et si on n'est pas dans une de ces deux cases, eh bien finalement, que vous ayez une atteinte rénale exclusive ou non, vous allez débuter des échanges plasmatiques contre plasma avec un traitement symptomatique, plus ou moins une corticothérapie systémique si vous pensez être dans le cadre d'un PTT. Et c'est dans un deuxième temps, en fonction de l'évolution sous traitement et en fonction des résultats des dosages de l'activité ADAMTS13 et de l'étude de la voie alterne du complément que vous avez prélevé avant le début des échanges plasmatiques, que vous allez juger du bien fondé ou non de la poursuite de vos échanges plasmatiques. On passe ensuite au syndrome d'hyperviscosité des gammapathies monoclonales. La viscosité du sang, elle est fonction de la viscosité du plasma et des éléments figurés. La viscosité du plasma dépend du taux de paraprotéines, de l'isotype de l'immunoglobuline monoclonale, les IgM étant beaucoup plus visqueuses que les IgG et les IgA, des sous-classes d'immunoglobulines, les IgG3 ayant la réputation d'être plus visqueuses que les autres chaînes lourdes d'IgG, et enfin de la capacité de votre immunoglobuline à se polymériser, ce qui est particulièrement le cas pour les cryoglobulines qui sont capables, pour des taux d'immunoglobulines très faibles, d'entraîner une hyperviscosité importante dans des conditions thermiques particulières. Pour les éléments figurés, ce qui compte, c'est le nombre et la qualité de vos globules rouges et de vos globules blancs. On ne dispose pas de la mesure de la viscosité du sang et du plasma en pratique clinique, en routine. On doit donc se baser sur quelques adages. Le premier, c'est qu'il est très inhabituel d'observer un syndrome d'hyperviscosité pour des taux d'IgM monoclonal inférieurs à 30 grammes par litre, des taux d'IgA inférieurs à 60 grammes par litre et des taux d'IgG3 inférieurs à 40 grammes par litre. Le deuxième adage, c'est que si le seuil de tolérance de l'hyperviscosité, seuil à partir duquel vous avez des signes cliniques, est très variable d'un patient à l'autre, ce seuil est généralement reproductible pour un même patient qui va se remettre à avoir des signes cliniques dès que son taux d'immunoglobuline va dépasser son seuil. Quels sont ces signes cliniques justement ? Eh bien, les signes cliniques clés et l'examen clé, c'est le fond d'œil qui va vous mettre en évidence cette dilatation veineuse en chapelet de saucisse, parfois des hémorragies rétiniennes, des microanévrismes, des exsudats, un œdème papillaire, voire des tableaux impossibles à différencier d'une occlusion de la veine centrale de la rétine. Pour mémoire, ces signes sont remarquablement réversibles avec la correction de l'hyperviscosité, d'où l'intérêt du fond d'œil de contrôle après échange plasmatique chez des patients qu'on ne pourrait pas évaluer cliniquement en réanimation. De quoi dispose-t-on pour faire le diagnostic en urgence de syndrome d'hyperviscosité ? Eh bien, parfois, on a le contexte d'une gammapathie monoclonale connue qui sera le plus souvent une maladie de Waldenström. Le myélome se complique exceptionnellement d'hyperviscosité.
Des signes cliniques assez peu spécifiques qui seront des saignements cutanés ou muqueux, les troubles visuels qu'on a vus, des anomalies neurologiques avec un ralentissement psychomoteur, des céphalées et parfois des accidents vasculaires cérébro-ischémiques, et des signes cardiovasculaires plus rares avec une insuffisance cardiaque congestive, une coronaropathie. Sur le plan biologique, on sera attiré par la présence d'une grande hyperprotidémie sur le ionogramme sanguin et surtout par la présence d'hématies en rouleau sur le frottis sanguin qui sont très évocateurs du diagnostic. Le but de la plasmaphéreuse dans cette indication, c'est de diminuer très rapidement le taux de paraprotéine en se souvenant que des baisses assez faibles de la concentration de la paraprotéine peuvent se solder par des variations importantes de la viscosité sanguine. Sur le diagramme, c'est une IgM qui passe de 10 à 7 grammes avec, vous le voyez, un effet spectaculaire sur la viscosité plasmatique. Le protocole, c'est entre une masse et demie, contre colloïdes et cristalloïdes, une fois par jour, jusqu'à disparition des symptômes, ce qui nécessite habituellement entre 1 et 3 échanges plasmatiques, en association, bien sûr, avec une chimiothérapie anticancéreuse qui est là pour contrôler, diminuer la production de l'immunoglobuline. On va terminer par le syndrome pneumorénal. Ellie en a déjà parlé. Le syndrome pneumorénal, c'est l'association d'une insuffisance respiratoire aiguë par hémorragie intra-alvéolaire et d'une insuffisance rénale aiguë rapidement progressive par glomérulonéphrite, généralement extracapillaire. Les deux pathologies principales pourvoyeuses de syndrome pneumorénal, ce sont les vascularitas en cas et la maladie de Goodpasture, qui représentent au moins 60% des causes et dont le diagnostic positif sera fait sur essentiellement des marqueurs immunologiques. Le but de la plasmaphérèse au cours des vascularitas en cas, c'est d'éliminer rapidement l'auto-anticorps pathologique, qui est souvent un P en K anti-MPO. Le protocole dérive du protocole de traitement des formes rénales sévères avec une masse et demie contre albumine et plasma en fin d'échange pour ne pas majorer l'hémorragie intra-alvéolaire par la coagulopathie de dilution que vous avez induite par l'échange plasmatique. Et sur un schéma de 7 séances en 14 jours, généralement 3 séances quotidiennes au début, puis un espacement, en association avec un traitement immunosuppresseur, généralement de l'endoxan et des corticoïdes. Au cours du syndrome de Goodpasture, le but c'est d'éliminer les anticorps antimembrane basale glomérulaire avec le protocole suivant, 50 ml/kg, donc entre une masse et demie, contre albumine et plasma, tous les jours, pendant 14 jours, ou jusqu'à disparition des anticorps antimembrane basale glomérulaire, toujours en association à endoxan prednisone. Dans les syndromes pneumorénaux, l'efficacité des échanges plasmatiques se voit tout d'abord sur l'hémorragie intra-alvéolaire, l'atteinte rénale pouvant mettre plus de temps à se corriger. Voilà, j'ai terminé. En conclusion, la plasmaphérèse est une technique simple, peu spécifique, dotée de mécanismes d'action multiples. J'espère vous avoir montré que ces indications en première ligne en urgence en réanimation sans alternative thérapeutique sont rares et limitées, à mon sens, au syndrome de Matt, au syndrome d'hyperviscosité des gammapathies monoclonales et au syndrome pneumorénal. Dans toutes les autres indications, on a généralement le temps d'obtenir un diagnostic de certitude, voire une discussion collégiale multidisciplinaire avec les internistes pour juger du bien fondé du début de ce traitement qui reste assez lourd en termes de soins infirmiers, de surveillance et pas dénué d'effets indésirables. Je vous remercie de votre attention.